Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire spécial. Alors, pas spécial, ce sera tout à l'heure, pardon, excusez-moi pour le webinaire spécial NFP. Comme d'habitude, ce matin, c'est un webinaire quotidien, donc rien de spécial, si ce n'est que on a des rendements américains qui restent assez élevés, 3,20% pour le rendement à 10 ans. On a vu la réaction du marché hier sur l'Europe, on a vu les marchés américains également ouvrir avec un puissant gap baissier et même qu'on retraçait. Nasdaq 100 pour sa part qui a perdu 2%. Donc bon, en général, dans ces genres de replis, vous savez que ça ne dure pas très longtemps. Bon, voilà. Après, on est dans un environnement de marché, comme vous le savez, où on a une baisse de la liquidité progressive et l'année prochaine, ça devrait s'accentuer. Donc, cette baisse de la liquidité, c'est pour moi la principale menace du marché action, oui, exactement. Donc voilà. Cette année, on devrait encore avoir un bull market. L'année prochaine, pense qu'au moins la majeure partie. Après fin 2019, début 2020, ça devrait commencer à se tendre réellement, puisque on aura non seulement la Fed qui diminuera son bilan, mais on aura la BCE qui remontera ses taux et on aura la BOJ qui sera, à mon avis, proche de normaliser sa politique monétaire, la RBA, la RBNZ également. Alors tout va dépendre de la guerre commerciale, mais on voit que concrètement, fin 2019, début 2020, il y aura pas beaucoup de banques centrales qui aura encore, enfin parmi les majeures, hein, qui sera encore avec des politiques ultra accommodantes. Voilà, donc ça c'est le risque majeur en fait pour le marché action. Parce que qui dit baisse de la liquidité dit moins d'investissement dans le marché obligataire du coup les rendements qui progressent. Et quand on a des rendements qui progressent, sachant que ce marché obligataire devient dorénavant comment dire attractif aux investisseurs, ça peut remettre un petit peu, en question les investissements. Au lieu d'investir sur un marché action, peut-être que, même les investisseurs ont tendance, lorsqu'on a les rendements qui remontent, à, ces investisseurs reviennent sur le marché obligataire puisque les rendements progressent. Voilà, bon, là on est sur du très long terme, mais voilà un petit peu l'idée. En tout cas, le bull market reste présent d'un point de vue technique, hein. Voilà, on a eu un repli de 2% du Nasdaq, mais bon, on est au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours, enfin à 100 séances, à 200 séances, la Greenspan au-dessus du nuage, donc il n'y a pas de quoi encore shorter les actions. Alors tout de suite, l'avertissement égale sur le risque, je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Bruno, j'espère que vous allez bien, heureux de vous écouter ce matin. Eh bien écoutez, plaisir à partager, hein, Bruno, merci pour votre présence. Eliane, bonjour à vous. Marcel, Rémi, François, Brigitte, Raymond, bien le bonjour à vous. Voilà, que des habitudes, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc comme j'ai dit au début du webinaire, hein, il y aura une édition spéciale NFP tout à l'heure en début d'après-midi avec moi-même, hein. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre si vous serez présent devant votre écran pour le NFP. Alors au niveau du briefing d'actualité, c'est un petit peu léger, hein, ce que nous avons. Concernant l'Italie, on n'a rien vraiment de nouveau, hein, de majeur. Rome vise euh, également un rapport de la dette au PIB de 130,9% cette année, 130 en 2019, 128 en clair en baisse, un rapport dette PIB en baisse, soutenu notamment par la croissance. Sauf que voilà, on a le président du Conseil européen qui ne croit pas réellement aux impacts positifs de la politique du gouvernement italien sur la croissance, parce que en fait le gouvernement italien augmente, hein, ses dépenses et souhaite justifie la hausse de, de son déficit public par rapport à ce que prévoyait le précédent gouvernement pour alimenter la consommation des ménages. Sauf que c'est assez critiqué. Alors il y a pas, je pense pas qu'on puisse avoir un avis tranché pour le moment, mais voilà, le gouvernement italien qui souhaite booster la consommation des ménages et donc d'augmenter, d'accélérer la croissance italienne et par conséquent faire baisser ce ratio dette PIB. Sauf que voilà, l'impact des mesures du gouvernement italien serait, en tout cas, le président du Parlement européen ne croit pas à l'impact positif sur la consommation des ménages et donc sur la croissance. Donc finalement, ces ratios, bon, c'est ce qu'indique Rome,
mais c'est pas encore, enfin c'est loin d'être validé par le Parlement également. Au niveau de la guerre commerciale, on a la Maison Blanche qui a fait savoir qu'elle tentait de former une coalition avec d'autres économies majeures pour combattre la Chine dans le domaine commercial. Concernant la Russie, les puissances occidentales accusent la Russie d'orchestrer une série de cyberattaques. On a vu un Royaume-Uni, Pays-Bas, États-Unis. On a eu un soutien également diplomatique de la France, il me semble de l'Allemagne également. Donc voilà, la Russie qui se met un petit peu à dos en ce moment finalement à cause de ces potentielles séries, en tout cas de cyberattaques mondiales, dont une tentative de piratage du siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques aux Pays-Bas. Concernant l'Iran, on a le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, qui a indiqué que l'Iran est le principal soutien du terrorisme. Voilà, donc ça c'est tout ce que je vous dis là, ça n'a pas encore d'impact sur le marché, mais c'est peut-être important de les préciser pour voir un petit peu situer la psychologie, l'environnement dans lequel le marché évolue. Concernant l'Allemagne, alors on a les alliés conservateurs d'Angela Merkel qui devraient perdre leur majorité absolue au Parlement de Bavière lors des élections du 14 octobre. Alors attention, ça c'est une estimation faite par un sondage. Vous savez que les sondages c'est pas forcément l'outil le plus précis, mais au moins encore une fois ça permet d'avoir une idée dans quel environnement évolue le marché. Et au niveau du Japon, alors ça c'est d'un point de vue macroéconomique, on a la plus forte hausse depuis 3 ans de la consommation des ménages à 2,8% en août sur un rythme annuel. Donc qui dit hausse de la consommation des ménages dit hausse de l'inflation. Au niveau des résumés de la science américaine et asiatique, donc globalement on a eu un marché action qui a clôturé dans le rouge. Hein. C'est pas globalement, c'est même les 4 principaux indices américains qui ont clôturé dans le rouge. Et on voit qu'il y a une nette sous-performance du Nasdaq 100 et du Russell 2000, un Nasdaq 100 qui cède 1,93. Le DXY qui est flat. Il faut dire qu'on a eu une belle progression la journée précédente en raison de la flambée, si je puis dire, des taux longs américains. Ce matin, on a le T-Note qui se stabilise à 3,20%, ce qui, je vous rappelle, est le plus haut en 7 ans. 3,20%. Le yen qui est à l'équilibre, le gold qui rebondit et le Nikkei qui est en baisse. Calendrier économique, donc on va passer sur le site. Calendrier économique, donc 9h15 dans un peu moins de 10 minutes, nous aurons l'inflation suisse qui sera annoncée, attendue à 0,6% pour l'inflation corps. À 14h30, nous aurons chiffre de l'emploi canadien et américain. Les chiffres d'emploi canadiens prennent de plus en plus d'importance finalement, puisque voilà, l'inflation est au-dessus de l'objectif, la croissance est au-dessus des prévisions de la Banque du Canada. Taux de chômage, c'est le seul facteur qui n'est pas encore, dont l'objectif n'a pas encore été atteint. Voilà, l'objectif, vous savez, c'est le plein emploi, c'était donc en dessous de 5%. Là, vous voyez qu'il est attendu à 5,9 par rapport à 6 le mois précédent. Donc voilà, ce sera important parce que plus il y aura une baisse du chômage et plus ça aura tendance à soutenir l'inflation. Et donc potentiellement à accélérer le rythme de hausse des taux de la Banque du Canada. Parce que comme vous savez, l'inflation au Canada, alors Banque du Canada, inflation en août 2,8%. Vous voyez, c'est quand même extrêmement important. Il n'y a pas d'IPC Core, alors il me semble qu'il n'y a pas l'équivalent de IPC Core, il y a plusieurs indicateurs d'inflation. Je ne sais pas c'est lequel, l'IPC Core, il me semble que c'est l'IPC médian. Principaux, voilà, Core. Donc on a l'IPC global. Hmm, Bon, de toute façon, voilà, c'est a priori c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Donc vous voyez, globalement, ça se situe. En tout cas, ils sont tous au-dessus de 2%. Donc vous voyez, on a une inflation qui est extrêmement forte. Donc voilà, ça va permettre à la Banque du Canada d'accélérer son rythme de taux parce que les perspectives à court et moyen terme sont beaucoup plus claires maintenant qu'on a un nouvel accord de l'ALENA. C'était ça un petit peu qui ralentissait le rythme des hausses des taux de la Banque du Canada. Donc là, la Banque du Canada devrait en profiter pour voilà, remonter ses taux beaucoup plus rapidement. C'est pas impossible que d'ici un an, on ait 5 nouvelles hausses des taux. Hein. Honnêtement, ce n'est pas impossible. C'est pas le scénario qui est pressé, hein, mais c'est pas du tout impossible. En tout cas, 3, ça me semble largement possible.
Ce matin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le GBP qui surperforme, perspective qui s'améliore hein, depuis hier entre Bruxelles et l'Union européenne. On a notamment l'Irlande hein, qui a salué la proposition du gouvernement britannique hier, le gouvernement britannique qui a soumis l'idée, en tout cas, enfin oui, qui a soumis l'idée qu'il n'y aura d'une solution technologique, voilà, une solution technologique pour résoudre le problème de la frontière irlandaise et pour empêcher une frontière physique finalement entre les deux pays. Donc voilà, salué par l'Irlande, salué également par Bruxelles. Forcément, ça donne immédiatement un ton, enfin une perspective beaucoup plus optimiste, le marché qui spécule finalement sur un accord. La livre sterling est de plus en plus volatile à mesure qu'on s'approche finalement du Brexit. C'est normal que la volatilité s'accentue. Donc GBP surperforme, à l'inverse, vous voyez les devises Como, hein, AUD, NZD encore une fois en baisse, alors qu'on n'a pas forcément d'annonce macro qui vient pénaliser l'une de ces deux devises. Voilà, c'est simplement dans un contexte où l'AUD et le NZD sont sous pression à cause des tendances des métaux et des guerres commerciales et de la guerre commerciale États-Unis-Chine. Et voilà, il y a peu de, enfin, vu les informations que nous avons actuellement, quand je parle de nos informations, c'est des informations que nous avons sur Internet, hein, les perspectives sont clairement négatives entre les États-Unis et la Chine pour les prochains mois. On voit que Washington accuse Pékin d'interférer dans les élections de mi-mandat. Donc en fait, on voit que finalement Washington, alors ça n'a pas été prouvé, hein, ça n'a pas été prouvé, c'est simplement des accusations, mais on voit que Washington finalement, il semblerait en tout cas déjà que le gouvernement de Trump fasse de l'ombre sur les ingérences russes. Vous voyez que finalement ils mettent quelque chose au premier plan, autre chose au premier plan. Et deuxième chose, eh bien justement ils profitent de cette guerre commerciale pour voilà faire pression sur la Chine et l'accuser pour voilà faire pression et influencer potentiellement les autres partenaires comme pourquoi pas l'Europe ou d'autres partenaires économiques. Voilà, en tout cas, les perspectives sont assez négatives, que ce soit commercial ou même les tensions diplomatiques entre Washington et Pékin. Donc voilà, les perspectives, si on devait donner une tendance sur du court moyen terme d'ici la fin de l'année, eh bien elles sont plutôt mauvaises. Voilà, il y a pas, c'est pas comme si on était dans une ouverture de Pékin et de Washington pour la résolution de ce conflit. On voit que les deux restent globalement sur leur position. Donc voilà. Donc AUD-NZD, ça fait pression forcément. On a encore une fois un nouveau plus bas annuel ce matin, encore une fois un nouveau plus bas annuel sur le NZD et l'AUD. Donc voilà, c'est enfin l'AUD-USD pardon et le NZD-USD. Donc voilà, ces deux devises, c'est les deux devises à comment dire, dont les perspectives sont particulièrement baissières dans ce contexte de tension commerciale entre Washington et Pékin. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis enchanté pour les nouveaux qui viennent, pour qui c'est la première fois qu'ils rejoignent ce webinaire. L'accord afin de remonter la production de pétrole va-t-elle pénaliser le dollar canadien? Alors, il y a une corrélation qui est extrêmement positive entre le Brent et le CAD sur du long terme et du très long terme. À terme, on peut avoir les fondamentaux qui viennent pénaliser le pétrole. Tant que le pétrole reste haussier, le dollar canadien suivra le cours de pétrole. Donc oui, un accord pour monter la production de pétrole pénaliserait potentiellement les cours de pétrole et donc affaiblirait le dollar canadien. Maintenant, pour le moment, ce n'est pas le cas. Le pétrole, d'un point de vue technique, hein, on en a parlé depuis maintenant quelques séances, le Brent, c'est perspective haussière jusqu'à 89 $. Le WTI, c'est perspective haussière jusqu'à 78. Donc, il y a encore, vous voyez, des perspectives qui sont globalement bullish. Il y a encore une marge de progression pour ces cours de pétrole. Et tant qu'il ne se retourne pas, il n'y a pas de raison que le CAD soit baissier. Voilà, donc je vais passer simplement sur le GBP Index. GBP Index, il commence, regardez, à émettre des signaux haussiers à nouveau importants. Donc on a eu le pullback sur le nuage, on rebondit, breakout de la moyenne mobile à 200
séance de 100 jours, oui, hier. Lagging span qui est au-dessus de son nuage. Donc là, clairement, on a des signaux haussiers. Là, ça y est, d'un point de vue tendance, le GBP index est bullish. GBP index est bullish et si on met un RSI, vous voyez, RSI 62, ça veut dire également un momentum qui est haussier. Voilà, donc c'est haussier pour le GBP. À l'inverse, l'euro, il est sous pression à cause de ces tensions en Italie. Bon, il rebondit depuis mardi puisque depuis mardi, on a un spread BTP Bund qui, comment dire, est en baisse. Alors, il rebondit très légèrement ce matin, mais vous voyez, c'est à peine, vous voyez, il y a rien du tout. Donc voilà, baisse de ce spread, c'est haussier pour l'euro et également haussier pour le GBP. Attention, parce que si ce spread augmente, le GBP sera également sous pression. Pourquoi? Bien parce que qui dit hausse de ce spread dit achat dollar. Et qui dit achat dollar dit baisse du GBP USD. Bon, donc le GBP, c'est bullish, l'euro neutre à court terme. Neutre à court terme. Alors face au dollar, moi je reste bullish parce que voilà, si on regarde l'euro index équipondéré, hein, je parle bien. Lagging span au-dessus du nuage, au-dessus du prix même, au-dessus du prix. Et le prix lui-même est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, est au-dessus également de son nuage. L'USD index, quant à lui, alors pareil, même configuration. Et d'ailleurs, on dépasse le haut de ce canal. Donc potentiellement, l'euro-dollar va continuer à rester sous pression. Par contre, l'euro face à l'AUD ou face au NZD, encore une fois, c'est deux paires qui sont intéressantes à se positionner, je pense, à l'achat au moindre pullback. Tout comme le GBP AUD et le GBP NZD. Tout comme vente AUD USD ou vente NZD USD. Ou également, encore une fois, achat, vente AUD CAD, vente NZD CAD. Voilà. Concrètement, là, si on se base uniquement sur ces index, l'USD est bullish, malgré voilà le fait que bon cette hausse, elle est assez superficielle. Cette hausse, elle est en raison déjà à cause du spread BTP Bund qui s'est fortement élargi ces derniers temps, donc ça a beaucoup soutenu le dollar. Et depuis mardi, mercredi, les commentaires extrêmement confiants de Jérôme Powell. Donc c'est ça finalement qui a permis le breakout. Mais bon, voilà. Si on suit l'analyse technique, c'est haussier le dollar. C'est à nouveau haussier sans aucun doute, puisque à nouveau la lagging span est au-dessus du prix, au-dessus du nuage, et le cours au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours et au-dessus de sa moyenne à 200 et de son nuage. Donc voilà, techniquement, l'USD c'est à nouveau bullish. La clôture hebdomadaire aujourd'hui sera importante, enfin ce soir, parce que si on a une clôture hebdomadaire en dehors de ce canal, ce qui sera probablement le cas à part si on a un très mauvais rapport de l'emploi, ce sera validation du breakout. Et voilà, concrètement, bien que l'euro, j'ai une perspective haussière et le GBP également, puisque le dollar index nous indiquera que le dollar USD est également dans une tendance haussière, eh bien, au lieu d'acheter l'euro-dollar et le GBP USD, il faudra plutôt s'intéresser à d'autres paires. Donc on le sait, euro AUD, euro NZD par exemple, mais potentiellement le yen. Le yen qui a rebondi hier, pourquoi? Tout simplement parce que la BOJ, alors selon Reuters, attention, a indiqué que la Banque du Japon tolérerait une hausse des rendements au-dessus de son objectif. Pour rappel, hein, en juillet dernier, on a déjà Kuroda, le gouverneur de la BOJ, qui avait changé son seuil de tolérance. Il faut savoir que l'objectif du 10 ans japonais est à 0% pour la Banque du Japon, c'est-à-dire que voilà, à 0, elle souhaite maintenir le rendement du 10 ans japonais à 0%. Avant juillet, elle tolérait une fluctuation de plus 0,10%, c'est-à-dire que si le rendement du 10 ans japonais arrivait à plus 0,10%, la Banque du Japon achetait à quantité illimitée les obligations pour faire baisser ce rendement. En juillet, la Banque du Japon a indiqué qu'elle tolérerait 0,20% de fluctuation par rapport à son objectif. Donc c'est-à-dire que si le rendement du 10 ans japonais vient à 0,20, la Banque du Japon achète à quantité illimitée les obligations japonaises. Et hier, d'après Reuters, donc on a la Banque du Japon qui tolérerait un dépassement voilà, de ces 0,20%. Donc voilà, ce qui a
ce qui alimente finalement la spéculation sur un début de normalisation de la politique monétaire de la BOJ. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a une hausse du yen. Est-ce que c'est un début de normalisation? Je pense que oui, mais cette hausse du rendement japonais, ça me semble un peu cohérent, assez cohérent même, puisque vous voyez le rendement du 10 ans US hier, avant-hier pardon, il a piqué jusqu'à 3,22%, même 3,23, on a eu un plus haut il me semble. Qu'est-ce qu'on a eu sur le marché obligataire en Europe ou en Asie? On a eu également une hausse des rendements parce que forcément la Fed, c'est la banque centrale la plus puissante. C'est également, il me semble, celle qui a le bilan le plus important, ou en tout cas l'un des plus importants. Donc forcément, plus cette politique monétaire se durcit et plus ça fait pression sur la liquidité mondiale. C'est pas comme si c'était la BOE n'a pas vraiment d'impact sur la liquidité mondiale, bien que ça soit une banque centrale d'un pays important d'un point de vue d'économie, hein, voilà. Si vous regardez le bilan de la BOE, c'est ridicule. Il y a quasiment rien, même si elle a un quantitative easing, depuis maintenant plusieurs mois, même quelques années. Concrètement, le bilan d'un point de vue mondial, c'est rien du tout. Alors que celui de la BCE, celui de la Fed et celui de la BOJ, eh bien, ces trois-là sont extrêmement conséquents. Donc forcément, si l'une de ces trois banques centrales durcit leur politique monétaire, pardon, eh bien, pression encore une fois sur la liquidité mondiale, et donc marché obligataire et marché action qui sont susceptibles d'être sous pression. Le marché obligataire, c'est le plus impacté. En tout cas, c'est le premier impacté. Voilà, donc, chiffres, les commentaires très confiants de Powell sur l'économie américaine mardi, mercredi, a alimenté la spéculation sur une accélération du rythme de hausse des taux de la Fed pour l'année prochaine. Et donc, rendement du 10 ans en hausse. Et on regarde le Bund en hausse, le OAT, l'obligation française en hausse, le JGB, celui japonais en hausse, celui du Royaume-Uni en hausse. Voilà, c'est normal. C'est parce que la Fed n'a pas un impact que sur son dollar et que sur les trésors américains. D'accord? La Fed a un impact presque sur tous les marchés, sur les matières premières, sur les émergents et même d'une façon beaucoup plus limitée sur les économies développées comme l'Union européenne, enfin la zone euro, voilà, le Royaume-Uni, le Japon, etc., etc. Voilà, donc c'est pas non plus comment dire quelque chose, cette information de hauteur sur la Banque du Japon, c'est pas non plus quelque chose qui est surprenant, on va dire, c'est pas une surprise, puisque c'est normal que les rendements japonais vont se tendre, même si la Banque du Japon continue, comment dire, à maintenir sa politique monétaire inchangée, d'accord? Ces rendements vont forcément se tendre, puisque on a la Fed et bientôt, voilà, ça va arriver l'année prochaine, la BCE qui va également durcir sa politique monétaire. Donc voilà, c'est assez cohérent. Bon, ceci étant dit, donc l'euro s'achève à atteindre notre objectif à 1,1446. Concrètement, la tendance, voilà, on peut pas dire qu'on est dans une tendance haussière puisque ni la lagging span ni le prix est au-dessus du nuage ou même au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc en fait, ce qu'on a là, c'est un retracement. Pour un moment, on ne peut que dire que c'est un retracement. Donc, vous voyez, on prend ici plus haut, plus bas de la vague, 38%, on est à 50% de retracement de cette tendance baissière. Prochain seuil, c'est 61,8 qui coïncide avec le seuil psychologique des 1,15. Donc pour ceux qui sont haussiers sur l'euro CHF, qui ont une position acheteuse, pourquoi pas garder la position jusqu'à au moins 1,15. Vous voyez là, il y a le premier objectif qui a été atteint, mais bon, on peut très bien viser les 1,15, voire même beaucoup plus haut. Concrètement, pour un moment, on a un rebond. L'euro-dollar, vous voyez qu'il est flat. Concrètement, on a une clôture sous 1,15 mercredi. Jeudi, on a une clôture au-dessus de 1,15. Voilà, on est sur un pivot très important pour l'euro-dollar. Pas de stratégie. Moi, honnêtement, là, les paires en dollars, enfin les paires majeures, voilà. À part la UD et le NZD où j'ai un avis très tranché, c'est-à-dire baissier. Les autres, et l'USD CAD également très tranché, c'est-à-dire baissier également pour les USD CAD parce que je m'attends à ce que le CAD surperforme pendant encore pas mal de temps. Voilà. Mais sinon, les autres, euro-dollar, GBP USD, USD yen et USD CHF, voilà, je suis plutôt, j'ai pas vraiment d'opinion parce que ça va beaucoup dépendre du dollar. Et puisque le dollar a émis un breakout, je rappelle, il y a quelques séances en dehors de son canal,
Bon, on a un signal positif, mais est-ce que après deux chandeliers en dehors de ce canal, on peut valider le breakout? Pour moi, c'est pas suffisant. Donc j'attends la clôture hebdomadaire. J'attends la clôture hebdomadaire. Donc les paires majeures ne m'intéressent pas réellement et c'est beaucoup de casino. Hein, ce paire majeur en intraday, ça ressemble au spread BTP Bund. Voilà, et le spread BTP Bund, personne peut le gérer. Ça dépend des discussions, des commentaires de Rome et de Bruxelles sur ce budget italien. Voilà, donc ça peut venir d'une minute à l'autre. Ce budget peut prendre 10 points de base ou ce spread BTP Bund peut prendre 10 points de base, comme il peut en perdre 10 voire 20. Voilà, il y a d'une minute à l'autre. Et si on regarde le DXY, qui est corrélé positivement presque à, j'ai envie de dire, à 100%, hein, ça doit être la corrélation doit être entre 90 et 100% depuis le mois de juillet. Donc voilà, en soi, le DXY, c'est trader le spread BTP Bund. Donc voilà. Moi, je reste plutôt à l'écart, honnêtement, des paires majeures, à part l'AUD-USD, le NZD-USD et l'USD CAD, donc j'ai des avis vraiment tranchés. Je reste négatif sur ces paires. Donc l'USD CAD, baissier jusqu'au canal. NZD, bon bah, vous voyez, nouveau plus bas, hein. Nouveau plus bas. Le NZD, la perspective est baissière sur du long terme, hein. Sur du long terme, tant qu'on n'a pas d'amélioration, enfin en tout cas voilà, une ouverture de la part de Pékin et de Washington, euh, NZD-USD c'est baissier et la USD c'est pareil. Et donc vous voyez que là, le NZD-USD on peut très bien viser le plus bas, hein, plus bas de 2015, hein, qui est un plus bas de long terme. Voyez, donc on peut venir chercher les 0,62. La UD, pareil. Vous voyez là, le plus bas de 2016, c'est la cible, la prochaine cible majeure. 0,68 et quelques. Et donc l'AUD, USD, NZD, USD, comme vous savez, c'est pas les deux seules paires dont nous pouvons vendre, enfin, face à l'AUD, vous voyez, enfin sur l'AUD ou le NZD. C'est-à-dire que l'AUD et le NZD, ça peut se vendre face au dollar US, ça peut se vendre également face à l'euro, ça peut se vendre même face au GBP, hein, ou face au CAD. Puisque d'un point de vue technique, nos indices équipondérés, eh bien, le dollar US c'est haussier, le GBP c'est dorénavant haussier, l'euro c'est haussier, le yen c'est neutre, vous voyez, on réintègre la moyenne mobile, et le CAD c'est haussier. Donc finalement, on a avec ces index 4 devises haussières. Les CAD sont euro, GBP, USD et CAD, et même le CHF. Même le CHF, il me semble. Vous voyez, le CHF, c'est également haussier. Mais bon, acheter le franc suisse à ce niveau de prix, ça me semble assez élevé. Voilà, pour être honnête avec vous. Donc, parmi ces index, 5 qui sont haussières, mais 4 dont je pense on peut exploiter. On en a une neutre, le yen, et on a 2 qui sont baissières, NZD et UAUD. Voilà. Ça, c'est les tendances de moyen terme. Donc voilà. Si je regarde l'euro UD, c'est boule. Vous voyez, depuis 50%, c'est boule. Euro UD, on vient chercher les sommets, hein. Voilà. Donc je vais pas faire toutes les paires en AUD, mais concrètement, voilà, l'AUD, vous l'aurez compris, ça se vend. Je refais voir ces statistiques. Donc sur une semaine, les deux devises les plus baissières, c'est AUD NZD. Sur un mois glissant, les deux devises plus baissières, c'est Yen CHF, suivi par l'AUD et le NZD. Donc on voit que sur un mois glissant, finalement, les devises refuges, Yen, CHF, sont vendues. C'est-à-dire qu'il y a de l'appétit pour le risque, hein. Mais bon, sinon, l'AUD NZD, clairement, sous-performe par rapport à l'USD, au GBP, au CAD ou à l'euro. Nos 4 devises haussières. Sur 3 mois glissants, AUD NZD, on les retrouve voilà, en sous-performance concrètement. Sur une moitié de l'année, pareil. Et sur un an glissant, c'est pareil. Donc vous voyez que la tendance, que ce soit de court, même très court, moyen, long terme, pour un moment, l'AUD-NZD, c'est vente. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, donc je passe aux indices. Les indices sous pression, hein. On a des rendements américains qui restent assez élevés, donc forcément qui deviennent attractifs. Et qui dit un 10 ans US qui monte, dit en fait un coût d'emprunt des entreprises et des ménages qui
qui vont progresser. Parce que vous savez que le rendement du 10 ans américain, c'est un petit peu le benchmark finalement des banques pour les taux, taux d'intérêt des prêts des banques. C'est-à-dire que quand les banques américaines, vous savez souvent quand les banques américaines, les banques commerciales font des prêts, c'est pas souvent un taux fixe. Outre-Atlantique, c'est souvent des taux variables. C'est ça qui finalement, après subprime, a créé cette crise financière. Mais donc du coup, les Américains fonctionnent beaucoup plus avec des taux variables que des taux fixes. Voilà, ils empruntent beaucoup plus avec des taux variables. Et le taux variable des banques est souvent indexé, fortement influencé par le 10 ans américain. Donc qui dit un 10 ans américain, le 10 ans US du gouvernement américain, qui est en hausse, dit forcément des ménages qui vont avoir des coûts de remboursement plus élevés, potentiellement une probabilité de défaut paiement qui va augmenter. Et les entreprises, également les entreprises américaines, lorsqu'ils vont vouloir emprunter de l'argent pour financer des investissements ou voilà, peu importe, ou pour même s'endetter sur le marché obligataire, eh bien c'est pareil, ça va être un coût plus élevé, donc potentiellement une marge plus faible et donc des bénéfices moins importants. Des bénéfices moins importants parce qu'on aurait une hausse des coûts pour l'endettement des entreprises, mais également parce qu'il y aurait potentiellement moins de consommation en raison eh bien que les ménages doivent faire face à plus d'intérêts à verser à leur banque en raison de leurs prêts qu'ils ont acquis lorsqu'il y avait les taux bas. Voilà, donc une hausse du rendement US à 10 ans, c'est pas seulement négatif pour le gouvernement américain, mais c'est également ça a un impact négatif sur toute l'économie américaine, entre guillemets. Voilà. Donc et puis en plus de cela, ça le 10 ans, 3-10%, il devient potentiellement attractif aux yeux des investisseurs. C'est-à-dire que du coup, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont peut-être vendre un marché action et acheter sur un marché obligataire, puisque voilà, le marché action, d'un point de vue fondamental, microéconomique, bon, on le sait, on entend beaucoup parler, ils sont clairement surévalués. En tout cas, c'est ce qu'a dit Powell lors de sa dernière conférence de presse de sa dernière hausse des taux en septembre. Jean Powell a dit que les marchés actions se situaient dans la fourchette haute historique. Voilà, la valuation des marchés actions. Donc voilà, même Jérôme Powell, même la Fed est consciente que le marché actions est assez élevé. Donc forcément, les investisseurs, ils vont réduire leur part d'actions. C'est pas pour ça qu'ils vont vendre toutes leurs actions, mais ils vont réduire leur part d'actions et ils vont augmenter leur proportion dans l'immobilier ou dans le marché obligataire. Analyse USD-Yen en mensuel, j'ai un triangle peut avoir une sortie haussière ou plutôt baissière. Alors, je vais regarder l'USD-Yen, mais encore une fois, moi, l'USD-Yen, je suis neutre là-dessus, sur cette USD-Yen. Alors, en journalier, déjà, on est dans un canal haussier. Vous voyez, on est dans un beau canal haussier, 3 points de contact. Voilà, on est dans un canal. Néanmoins, on est sous résistance actuellement. Vous voyez, c'était le plus haut, c'était le range. Le range, rappelez-vous, dans lequel l'USDN a évolué pendant 6 mois en 2017, de mai à l'automne. Donc c'est 114, en fait c'est ce psychologique des 115, vous voyez, 115 qui est juste là. Donc ça me semble assez logique qu'on vienne chercher ce niveau de prix si on dépasse les 114,37. En hebdomadaire, tac tac, alors en hebdomadaire, voilà, donc là on vient chercher les plus hauts, les sommets, et on a une oblique vers 115 également. On a une oblique vers 115. Alors un triangle, c'est composé de 4 points de contact. Or ici, on peut pas dire qu'on a 4 points de contact. Même si, vous voyez, on a deux points ici. Pourquoi on n'a pas 4 points de contact? Parce que normalement, ça doit faire A, B, C, D. Or là, les 2 points de contact qu'on a utilisés pour cette oblique, c'est lesquels? C'est ici et ici. Ils sont collés. On n'a pas de creux utilisé entre les deux. Or, on doit avoir un sommet, un creux, un sommet, un creux. Ou un creux, un sommet, un creux, un sommet. Donc là, concrètement, c'est pas un triangle que nous avons.
Ou alors, il faudrait le tracer comme celui-là. Là, par contre, on a un triangle. Vous voyez, on a A, B, C, D, breakout. Donc là, on a fait le breakout en juillet. Mais concrètement, si on utilise ces données-là, on n'a pas de triangle. On n'a pas de triangle si on utilise ces ces deux sommets. On peut pas dire qu'on est dans un triangle. Parce que le point A et le point C doivent être, séparés par B, hein, ce qui est assez logique. Et le B, il est ici. A, B, C, D. C'est pas possible. Vous voyez, ça doit faire A, B, C, D. Donc là, ça, c'est pas un triangle. Bien que ça ressemble à un triangle, c'est théoriquement pas un triangle. Parce qu'on n'a pas le B qui est entre le C, entre le A et le C. Donc voilà. Alors peut-être que le triangle que vous avez utilisé, c'est un triangle différent. Pouvez-vous, bonjour, vous prenez les mèches ou juste les bougies? Alors je prends les mèches, hein. Je prends les mèches, Louis, pour tracer, pour le chatisme, c'est les mèches, hein, qu'il faut utiliser. Donc voilà, USD-Yen, moi je suis neutre, hein, concrètement. D'un point de vue des rendements, différentiel de rendement, j'aurais plutôt tendance à être haussier sur le USD-Yen. Différentiel de rendement, c'est le spread, hein, ce fameux spread. Vous commencez à connaître, hein, ces spreads. Voilà. Hop, on a l'USD-Yen ici sur une année et on va superposer avec donc comparer le spread du 10 ans US et du 10 ans japonais. 10 ans japonais, on sait qu'il est racheté à quantité limitée à 0,1%. Bon, on a Reuters qui a indiqué hier que la BOJ tolérerait une hausse, mais elle va pas non plus tolérer une hausse de 20%, de 20 points de base en plus, hein. Donc voilà, la hausse, on va dire, elle est assez limitée. Donc si on prend le différentiel des rendements, c'est positif pour l'USD Yen. Vous voyez, c'est positif pour l'USD Yen, c'est haussier. C'est haussier parce que même d'un point de vue des perspectives, hein, la Fed va remonter ses taux. Donc plus elle va remonter ses taux, plus 10 ans, il va monter. Et à l'inverse, le 10 ans japonais, il va rester relativement faible pendant encore plusieurs mois. D'accord? Même presque peut-être un an. Vous voyez? Donc voilà, perspective haussière sur ce 10 ans américain, perspective neutre sur le 10 ans japonais. Donc ce spread devrait continuer à s'écarter. Et donc, ça devrait avoir un impact positif sur les yens. Voilà. Maintenant, bon, avec quand même pas mal de sources d'incertitudes que nous avons, que ce soit entre les émergents, que ce soit entre la guerre commerciale, c'est pas impossible que le yen d'un seul coup s'apprécie, vous voyez, et avec l'Italie également, et le Brexit. Vous voyez, si le Brexit se passe mal, bon, il y aura forcément une appréciation des devises, des valeurs refuges. Donc voilà. Moi, l'USD yen, je suis plutôt neutre. Maintenant, d'un point de vue technique, il y a rien à dire, c'est haussier, hein. Lagging span au-dessus du prix, au-dessus du nuage, et le cours, le prix journalier au-dessus de toutes ces moyennes mobiles, enfin toutes ces moyennes mobiles, 20, 50, 100, 200 jours. Donc voilà, j'ai envie de dire, la tendance est haussière. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un repli? La réponse est oui. Vous voyez que là on est à 114, c'était un niveau de résistance quand même, vous voyez, en moins de 6 mois, on a eu 3 échecs de dépassement. Donc on a eu pas mal de vendeurs qui sont à ce niveau de prix, hein, en fait vers les 115. Entre 114 et 115,50, on a des vendeurs qui sont vraiment à quantité très très importante à mon avis. Vu comment ça tient, ces 115, c'est pas un prix qui est à négliger. Donc on aura potentiellement une baisse vers 136, 137, 113, excusez-moi, j'ai du mal ce matin, 113, 17, voire même peut-être plus bas. Si on a une baisse, on reste dans une tendance haussière, donc le but ça serait de chercher des positions acheteuses. Voilà. J'ai que ça à dire sur le SDN. Alors en mensuel, le triangle USDN, pour moi peut-être, mais assez d'accord avec vous, pas clair ce triangle, mais volatilité trop faible, donc peut-être grosse sortie. Alors regardons en mensuel. Mensuel. D'accord, je vois, je pensais ce triangle dont vous voulez me parler. Alors, en fait, c'est un triangle descendant que nous avons, hein. Triangle descendant, regardez. On a un support horizontal. C'est pas un triangle symétrique, un triangle descendant. Du coup, c'est une figure baissière. La probabilité qu'on ait une baisse est plus importante. Ça ne veut pas dire que c'est impossible
que nous avons une sortie par le haut, d'accord? Simplement que la probabilité est en faveur d'une sortie par le bas de cette configuration. Voilà, donc si c'est ce triangle dont vous voulez me parler, eh bien c'est une configuration qui est plutôt baissière. Donc voilà, si avec cette information, on devrait avoir davantage une opinion, une perspective baissière sur du long terme. Maintenant, il ne faut pas exclure l'hypothèse d'une sortie par le haut. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a un triangle descendant qu'on va forcément avoir une sortie par le bas. Hein. Les sorties par le haut, ça existe. Et d'ailleurs, le triangle ascendant ou descendant n'est pas la figure chartiste avec une probabilité la plus élevée. D'ailleurs, pour ces probabilités, ce que je vous invite à regarder comme site web, si vous parlez un minimum d'anglais, c'est pas très c'est pas très compliqué. Mais donc, je vais vous envoyer un site web. Euh, voilà, ça s'appelle Bulkowski Pattern Index. Alors c'est quelqu'un qui travaille dans la finance, qui a dédié une grande partie de sa vie, plus de 10 ans, hein, à analyser, en fait, à, à, à mesurer en fait la probabilité de réussite, d'échec et les caractéristiques supplémentaires à prendre en compte pour améliorer la probabilité d'une figure chartiste. Voilà, donc il a passé pas mal de temps à analyser ces figures et voilà. Donc là vous avez toutes les figures et par exemple donc descending triangle. Donc c'est celui-ci, il me semble. Voilà. Donc, alors, on voyait, il donne des statistiques, par exemple ici. Alors, je vais vous donner un cas plus concret, ça va être le Head and Shoulders, donc épaule, tête, épaule, en bottom. Et donc là, il va vous donner overall performance, donc sur les 23 figures chartistes, c'est classé à numéro 7. One is the best, donc la première est la meilleure. Break-even failure rate 3%, average rise 38%, ce qui veut dire qu'une fois le breakout, on a généralement une hausse de 38%. Probabilité de pullback 45%, etc., etc. Voilà, donc c'est ce site, je vous l'envoie. Si vous parlez un minimum d'anglais, vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Alors c'est pas non plus à prendre comme acquis, hein. Encore une fois, c'est des recherches d'une personne. Donc voilà, faut garder un esprit critique dessus. Mais en tout cas, voilà, ça donne quand même un certain cadre finalement. Et pour lui, par exemple, les candlesticks, hein, tout ce qui est en fait, il y a très peu de candlesticks de figures chartistes, de figures, pardon, en chandelier japonais, vous savez, les shooting stars, etc., qui fonctionnent réellement, d'après ses études. Voilà. Il y en a très très peu qui fonctionnent. C'est pour ça qu'il faut, il conseille. C'est pas vraiment, finalement, d'après ses statistiques, c'est pas vraiment conseillé de trader uniquement avec les figures en chandelier japonais. Ça peut donner des indications supplémentaires, mais c'est pas avec seulement cette indication, pas parce qu'il y a une shooting star forcément qu'il faut shorter. Voilà. En tout cas, je vous invite à regarder les probabilités, encore une fois ici. Donc, shooting star, et voilà. Shooting star, bearish reversal. Donc, la baisse, enfin, la probabilité qu'il y ait une baisse après la shooting star, 59%. 59%. Mais vous voyez, performance globale, 55. 55, c'est pas 1. Plus on tend vers 1, mieux c'est. Donc voilà, et là il vous dit Best 10 Days Performance Rank 46. Vous voyez, il vous donne plein d'informations comme ça, donc c'est assez intéressant en fait. C'est assez intéressant, juste pour avoir, vous savez, une idée hein, finalement de ce qui marche et ce qui marche pas, parce qu'il y a beaucoup de théories dans l'analyse technique, c'est très très intéressant, mais voilà, il y a des choses qui sont que parfois des personnes peuvent insister dessus et d'après ses recherches, encore une fois, c'est d'après ses recherches, hein, c'est pas forcément véridique, hein, faut pas tout manger, hein, prendre tout comme véridique, mais d'après ses recherches, c'est il y a des choses qui ne sont pas forcément très utiles en analyse technique.
Donc c'est pas non plus Bulkowski, c'est pas n'importe qui non plus, hein. C'est-à-dire que voilà, faut pas prendre tout comme acquis, mais c'est pas non plus quelqu'un d'anonyme. Voilà, il est assez, je dirais pas connu, mais dans les marchés financiers, voilà, il a fait quand même des recherches assez sérieuses, donc c'est pas non plus n'importe qui. Bon, ceci étant dit, l'USD yen, voilà, on arrive proche de cette oblique qui, comme vous pouvez constater, est vers les 115,50. Donc encore une fois, vous voyez 115, aux alentours de 115, il y a quand même pas mal de résistance. Donc potentiellement des vendeurs et des prises de bénéfices qui vont se manifester. Au niveau des marchés actions, donc sous pression, CAC 40 qui a réintégré son range. Encore une fois, c'est ce spread Italie-Allemagne qui fait varier le CAC 40 et tous les indices européens. Et si c'est pas le spread Italie-Allemagne, eh bien hier la baisse s'est justifiée par la hausse soudaine des rendements américains. On a le NFP tout à l'heure, on a les chiffres de l'emploi. Qui dit très bon chiffre de l'emploi, on aura très probablement encore une fois une détente des rendements américains et des rendements longs. Et qui dit détente des rendements longs, hausse en fait du 10 ans américain au-dessus des 3,20%, c'est une hausse importante. Alors je ne parle pas d'un ou deux points de base, je dis bien que voilà, si on a une hausse vraiment importante une nouvelle fois du rendement américain à 10 ans, on pourrait avoir une nouvelle secousse sur les marchés actions. Une secousse presque similaire à ce qu'on a eu hier. Voilà, donc les chiffres de l'emploi américain, c'est pas réservé qu'aux actifs américains, ça va aussi avoir un impact sur les indices européens. Donc à suivre de très près. Si on a des chiffres trop bons, paradoxalement, ça va faire pression sur les marchés actions, que ce soit européens ou américains. De toute façon, nous aurons l'occasion d'en parler ensemble au webinaire spécial NFP tout à l'heure. DAX, pareil. Pareil, même sujet. D'ailleurs, vous pouvez voir le CAC ici, 5500 points. On était sur la moyenne mobile. Je reviens rapidement sur le CAC 40. Mais vous voyez, moyenne mobile 200 séances. Nuage Shimoku, là on est sur un niveau quand même de support assez important, hein, 5400 à peu près, c'est un support majeur. Maintenant, est-ce que ça c'est un support dans lequel il faut payer alors qu'on on a un momentum aussi baissier? Pour moi, non, il faut pas payer un couteau qui, enfin, il faut pas rattraper un couteau qui tombe à cette vitesse. Vous voyez, c'est trop risqué. Donc surtout sur les actifs européens. Je vous dirais encore sur les indices américains, bon, dès qu'on a voilà un mouvement réactionnel assez étrange, enfin qui se différencie de la normale. Souvent, on a une correction, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein. Si on a une trop forte hausse, on a généralement une correction, et lorsqu'on a une très forte baisse, on a généralement un rebond. Vous voyez. Mais sur les indices européens, c'est pas forcément vrai. Donc voilà. Si on était sur Wall Street, je vous dirais bon pourquoi pas. Par exemple le Nasdaq, avec la chute qu'on a eue hier, il y a de fortes chances, mais encore une fois, ça va dépendre des chiffres de l'emploi américain, mais il y a de fortes chances que le Nasdaq rebondisse aujourd'hui. Vu la baisse, hein, il me semble que c'est la plus importante baisse depuis le mois d'août, hein. Juillet au mois d'août. Vous voyez ici, moins 1,39 et on a eu moins 1,85 il me semble hier. Moins 1,91. Voilà, donc on a eu une baisse assez importante sur le Nasdaq. Quand on a une baisse comme celle-ci qui est trop importante, on a généralement par la suite, comme je vous l'ai dit, un rebond. Maintenant, voilà, les chiffres de l'emploi américain seront majeurs aujourd'hui. Donc voilà, et à noter que vous regardez la moyenne mobile à 200 jours, encore 200 séances, a encore fait office de support encore une nouvelle fois, hein. Donc voilà, et j'ai une question sur les points pivots, il me semble. Pouvez-vous rappeler dans quel cas vous utilisez les points pivots hebdomadaires ou mensuels pour trouver des résistances, supports, objectifs? Alors, dans quel cas, il n'y a pas forcément de cas, hein. Plus vous êtes sur du long terme, plus il va falloir utiliser des pivots de long terme, donc points pivots mensuels. Si vous êtes sur du day trading, les points pivots journaliers, hebdomadaires seront importants à suivre, alors que si vous tradez sur du journalier, les points pivots du jour ne sont pas intéressants. Voilà. Point pivot. Bon, faut savoir que le S3, le R3, c'est les plus importants. Enfin, c'est-à-dire que c'est ceux dont la tendance a le plus de chances de s'inverser, puisque forcément on est loin par rapport au point pivot de la période. Et donc ça veut dire qu'on a dans le même temps un momentum extrêmement important, mais du coup une chance d'essoufflement de tendance plus élevée. Donc voilà. Voilà comment utiliser le point pivot. J'ai envie de dire que le point pivot en lui-même, moi personnellement, je ne l'utilise pas.
Il est très utile pour les day traders et pour les scalpers, mais comme vous le savez, comme vous pouvez le constater, je suis pas ni un day trader ni un scalper, ce qui m'empêche pas d'avoir quelques objectifs de day trading quelquefois, mais voilà. Je suis plutôt intéressé au swing trading. Donc le point pivot en soi ne m'intéresse pas réellement. Ça peut donner une idée de la tendance, parce que si on est au-dessus du point pivot, on peut dire qu'on est aussi, c'est une tendance haussière à court terme, alors que si on est en dessous, on est dans une tendance baissière. Et que ce soit un pivot journalier, un pivot hebdomadaire ou un pivot mensuel. Donc ça peut donner une idée de la tendance. Voilà. Et ensuite R1, S1, voilà, tous ces supports résistants, ça peut servir d'objectif. Ça peut servir d'objectif. Ou en tout cas, c'est des zones à regarder où il y aura probablement une correction, une réaction du marché à ce niveau de prix. Et pour le Dow Jones, alors analyse du Dow Jones, bon, on a eu une baisse mais beaucoup moins importante que le Nasdaq. On revient sur les plus hauts de janvier qu'on a dépassé il y a 2 semaines, une dizaine de jours, vous voyez. Donc là, les plus hauts de janvier, plus haut, le flash crash et on est repassé au-dessus en fin septembre. Fin septembre et, et voilà. Alors, le stochastique va pas nous être d'une grande utilité pour le Dow Jones. Le RSI, divergence, comme vous pouvez le constater, divergence baissière. Respiration du momentum à s'attendre. Est-ce qu'on a un crack à s'attendre? La réponse est non pour le moment. On n'a pas encore de signaux suffisamment sérieux pour anticiper un crack. Dow Jones, donc on attend finalement que le RSI revienne à 50. Si le RSI revient à 50, ça sera ça sera un signal d'achat. Dans une tendance haussière, 50, ça peut s'acheter sur le RSI. Et à l'inverse, une tendance baissière, à 50, ça peut se vendre. Donc voilà, si on a un RSI qui revient à 50, et que ça coïncide également avec le S&P et le Nasdaq, imaginons, eh bien ça serait un signal potentiellement intéressant pour se positionner à l'achat, comme le S&P actuellement, vous voyez. S&P, on est sur 50. Nasdaq 100, on dépasse 50. Mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile. Donc potentiellement là, on est, pourquoi pas, sur un niveau de prix suggérant de se repositionner dans le sens de la tendance. Ouais, donc là, ce qu'on a, c'est pas une shooting star, hein, c'est un evening star, une étoile du soir. Une étoile du soir, bon, c'est pas non plus très très inquiétant, même si bon, on a les gaps. Les gaps, encore une fois, regardez ici par exemple, on en avait une, et pourtant on a eu une baisse à les 3 séances, et ensuite un nouveau record. Donc voilà, si vous êtes sur du day trading, la perspective est plutôt baissière sur du très court terme, même si voilà, ça va beaucoup dépendre des chiffres de l'emploi américain. Et pour les matières premières, l'or dans un triangle, comme on peut le constater, dans un range, mais également dans un triangle, avec 4 points de contact, hein, 1, 2, 3, 4. Donc c'est validé ce triangle. Triangle, c'est généralement une figure de continuation. Ça dure jusqu'à 3 mois. Donc 17 août, 5 octobre, ça fait 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi que nous sommes dans ce triangle. C'est donc généralement, comme j'ai dit, une figure de continuation et d'un point de vue de tendance, vous voyez que c'est baissier à la tendance. Donc ça suggère une sortie par le bas. Enfin, en tout cas, on a plus de chances qu'on ait une sortie par le bas. Maintenant, est-ce que pour autant il faut shorter l'or? Je serais prudent sur des stratégies vendeuses vers de nouveau plus bas. Parce que voilà, il est relativement bas, c'est ce cours de l'or. Il est relativement bas. Donc voilà. Je resterai prudent sur stratégie vendeuse. Et en plus, on a un momentum qui, on voit, s'améliore légèrement. Vous voyez qu'il oscille autour de 50. Donc voilà, il manque juste en fait des breakouts. Je pense que le plus sûr, hein, et de toute façon dans un triangle, c'est jamais dans les figures chartistes, il faut jamais anticiper les breakouts. Il faut jamais les anticiper. Quand on a une épaule tête épaule, on peut pas anticiper la cassure de la ligne de coup. Sinon, le taux d'échec est extrêmement important. D'ailleurs, dans le site que je vous ai envoyé de Pulkowski, il le dit. Il le dit que si vous essayez d'anticiper le breakout d'une ligne de coup, d'une épaule tête épaule, vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Voilà. Donc, pareil pour les triangles, etc. Faut pas anticiper une cassure. Donc, attendons la cassure. Si on a une cassure à la baisse, eh bien, ce sera un signal baissier direction le récent plus bas à 1160 et ensuite, pourquoi pas, 1122 $, même si ça me semble actuellement assez excessif.
Et à l'inverse, on a une sortie par le haut, ça serait également, vous voyez, une cassure cette oblique en noir. Et donc, signal haussier, direction 1238 dans un premier temps. Voilà, donc en attendant, l'or c'est neutre. Alors DAX, ça plonge sec sur le DAX, une news, il y a un support intraday 12140. Alors regardons cela. Calendrier macroéconomique. Calendrier macroéconomique. Donc commande aux usines allemandes, donc ça c'était bon. IPC suisse 1%, IPC core 0,4, décevant hein, cette inflation suisse. Non, on n'a pas eu de statistiques. Alors peut-être au niveau de l'Italie, au niveau, enfin concernant ce budget italien. Regardons ce que fait le spread. Spread Italie. Alors il prend un point de base, non. Donc on n'a rien sur le spread. Bon bah écoutez, pour le moment, moi je vois rien, hein. Je vois rien qui viendrait impacter le DAX. Alors peut-être le rendement de 10 ans américain. Qu'est-ce que fait le 10 ans américain? 3,21. Il a pris. Ah, vous voyez qu'il y a une petite hausse hein, depuis le début de la séance. Allez, en une heure. Ça rebondit. Peut-être que c'est cette hausse du 10 ans qui vient faire pression sur le DAX, CAC 40. Est-ce qu'on a des futurs américains dans le rouge également? Oui. C'est peut-être le 10 ans américain. Vous voyez que le marché est très sensible au 10 ans américain. 10 ans américain, spread BTP Bund, c'est les deux choses qu'il faut surveiller à court terme. C'est les deux choses qu'il faut surveiller à court terme. Voilà, donc vous mettez un graphique, hop, comme ça. Voilà, on est en une heure. Alors je vais faire l'inverse, je vais mettre le spread. Voilà, ici. Et je vais mettre le 10 ans US. Voilà, donc si ces deux courbes sont haussières, eh bien c'est baissier euro, baissier marché action européen. C'est extrêmement baissier même. Il n'y a presque aucun doute, j'ai envie de dire. Il n'y a jamais 100% de probabilité. Mais voilà, si ces deux courbes sont haussières, c'est baissier marché européen, que ce soit action ou de la monnaie unique. Et pas seulement européen, hein. Pareil pour le pound, pareil pour ce qui est britannique, pareil pour ce qui est japonais. Et à l'inverse, si on a une baisse de ces deux courbes, c'est positif pour ces deux marchés. Et là, pour le moment, vous voyez qu'on a une stabilisation du spread. Ouais, si je devais tracer une droite. Donc le 10 ans, je vais le mettre en vert. Voilà. Donc le 10 ans, il est stable. Le 10 ans américain en hausse. Voilà, pression. Pression sur le marché action et sur l'euro. Et sur la livre sterling également. Bon, on n'a pas non plus une hausse majeure. Mais voilà, si on a les deux qui augmentent en même temps, là par contre, on a des chances de baisse extrêmement importantes. Voilà donc pour ce point de marché, écoutez, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous dis rendez-vous tout à l'heure pour le webinaire spécial Fed. Je vous invite à me rejoindre. Webinaire spécial Fed, NFP, excusez-moi, 14h15 heure française. 14h15, le NFP qui a lieu à 14h30, donc on fera un briefing avant et voilà, ça va durer à peu près 30 minutes. Voilà, écoutez, donc merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée pour ceux que je ne retrouverai pas tout à l'heure, un excellent week-end également. Et pour ceux que je retrouverai tout à l'heure, eh bien écoutez, bonne matinée et à tout à l'heure.